soir, réparer plutôt que jeter, trier, recycler, faire soi-même, éviter les contenants plastiques achetés en vrac plutôt que multiconditionnés, voilà vers quoi nous devrions tendre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut quand même une véritable volonté, un engagement qui n'est pas, soyons honnêtes, toujours très aisé à tenir. Pourtant, notre Terre s'asphyxie, et notamment sous le poids des plastiques. On le sait, on vient de le voir, ils sont partout. Alors, on se retrousse les manches et on va de l'avant. Et pour nous accompagner sur ce chemin, j'accueille ce soir trois invités. Tout d'abord, Anthony Boudet, vous êtes consultant en RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et vous êtes aussi bénévole pour Surfrider Foundation, une association très active dans la sauvegarde de l'environnement. Avec vous, nous ferons un tour d'horizon de toutes les pollutions qui nous entourent et dont nous ne sommes pas forcément toujours très conscients. Priscilla Maris de la Maison éco-citoyenne de Bordeaux, vous êtes venue avec différents kits qui permettent de nous aider à recycler et à remplacer, voire certains produits. Nous verrons avec vous les gestes du quotidien qui sont finalement assez simples à mettre en place et surtout qui sont très bons pour la planète. Et à distance, puisqu'il est en Corse, le chanceux, mais bien présent pour autant, François Galgani, chercheur à l'Ifremer. Nous verrons avec vous, monsieur, les conséquences de toutes ces pollutions, ces microplastiques, notamment sur nos organismes. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté l'invitation de Débat-Doc. Je me tourne d'abord vers vous, Anthony Boudet. On entend tout au début du film d'Anne-Sophie Lévy-Chambon, Aurélien, surfeur de son état, entre autres, dire que de la plage, on n'imagine pas tout le plastique qu'il y a derrière la barre. C'est vrai ça? On n'imagine pas tout ce qui nous entoure, parce que nous, on voit déjà le résultat des microplastiques sur les plages. On a l'impression qu'on en est envahi. C'est pire de l'autre côté de la barre? C'est pire de l'autre côté, en effet. C'est qu'aujourd'hui, on retrouve qu'entre 15 et 20% des déchets plastiques se retrouvent sur nos plages. Sur la plage, sur le sable. Oui, sur le sable, tout à fait. Le reste va rester dans l'océan, soit à flotter en surface, soit à aller au fond. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand, justement, on va faire une activité nautique, on se rend beaucoup plus compte de la pollution plastique qui nous entoure. 80% des déchets aujourd'hui qui sont présents dans l'océan sont du plastique. Et qu'ils soient sous forme macro, où on peut retrouver les bouteilles ou les barquettes, ou sous forme micro, où ça fait un petit peu une bouillie de plastique mélangé. Et qui est responsable? Est-ce que ce sont les gros paquebots qui larguent? Est-ce que c'est nous, de notre terre, qui larguons n'importe comment et ça se retrouve dans la mer? Oui, alors 80% des déchets aujourd'hui qu'on retrouve dans l'océan proviennent des terres. Donc ça va aussi bien, malheureusement, de la poubelle mal fermée qu'on va mettre dans la rue. Et donc les déchets vont s'envoler et finir, par exemple, dans la Garonne et vont se retrouver dans l'océan. Donc c'est vraiment notre comportement aujourd'hui, à nous, aussi bien à la campagne qu'en ville, qui va avoir un impact direct sur la pollution de l'océan et les déchets qu'on va retrouver ensuite sur nos plages. Anne-Sophie Lévy-Chambon donne un chiffre qui fait froid dans le dos dès le début du film, que d'après les études, dans 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est demain, 30 ans. Oui. C'est pas dans un millénaire, c'est demain. Non, c'est demain. Et même aujourd'hui, on le constate, il y a des études qui ont été faites. On a déjà 95% des oiseaux marins qui ont du plastique dans l'estomac. Donc on voit bien aujourd'hui que toute la biodiversité est menacée et on se retrouve nous aussi à ingurgiter malheureusement du plastique. Donc c'est vraiment... Que l'on retrouve effectivement dans le corps des poissons, que l'on mange derrière. François Galgani, vous êtes chercheur à l'Ifremer, je le rappelle. Vous êtes à Bastia, en Corse. Ces microplastiques que l'on retrouve, on les retrouve effectivement partout. Ils nous envahissent totalement et ils envahissent jusqu'au plus profond de notre corps. Alors en mer, déjà, il y en a à peu près 24 000 milliards rien qu'à la surface des océans. 24 000 milliards, 24 trillions de particules de plastique à la surface des océans, jusqu'à l'Antarctique et l'Arctique, tous les milieux polaires, évidemment, au fond de la mer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment leur devenir, on ne sait pas vraiment leur vitesse de dégradation. On pense qu'il y a des nanoplastiques, c'est difficile à montrer effectivement, on a des arguments dans ce sens-là, ce qui poserait des problèmes notamment de transfert le long de la chaîne alimentaire et éventuellement d'ingestion par les consommateurs, y compris par l'homme. Après, peut-être qu'en termes d'impact, c'est pas seulement l'ingestion de plastique, parce que finalement, on vide les poissons de leurs estomacs avant de les consommer. C'est un petit peu comme des enfants qui avalent des plastiques, si vous voulez, ils les gardent pas au bout de 2 jours. Les poissons, c'est un petit peu pareil. Donc, le risque est quand même malgré tout assez limité, en tout cas pour les gros microplastiques. Par contre, 24 trillions de particules à la surface des océans, c'est autant de vecteurs, si vous voulez, qui vont transporter des pathogènes, des espèces dessus, qui peuvent modifier un petit peu les équilibres et les écosystèmes. On a le meilleur exemple, c'est celui du tsunami
au Japon, avec 300 espèces en 6 ans qui sont arrivées de l'Asie dans le Pacifique. Dans l'histoire de l'humanité, du monde biologique, c'est la première fois qu'on a une véritable arche de Noé, avec plusieurs centaines d'espèces qui sont arrivées, et ça, c'est à cause du plastique. Ces microplastiques dont vous parlez, ces nanoparticules, on les retrouve, comme je disais, absolument partout. Certaines études, je crois, je ne sais plus de quel pays d'Europe, ont montré qu'on le retrouvait dans notre sang, on le retrouve dans le placenta humain, on le retrouve même dans les plus petites alvéoles des poumons. Mais ça fait peur. Alors en fait, si vous voulez, c'est pas pour des microplastiques parce qu'ils sont de trop grosse taille pour pouvoir passer les barrières intestinales, les barrières pulmonaires, mais c'est surtout pour les toutes petites particules comme les nanoplastiques. Donc en quantité, c'est pas forcément aussi important que ce qui a pu être annoncé dans le passé. C'est peut-être des quantités relativement faibles. Et par contre, ce sont des vraies questions à la fois scientifiques et de santé publique et environnementale qui se posent parce que finalement, on a relativement peu d'informations. Alors, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ce soit comment dire, les impacts les plus connus qui soient les plus importants. Par exemple, on voit de plus en plus que simplement l'inhalation des particules de plastique qui sont dans l'atmosphère, c'est une réalité. En termes de santé publique, les questions vont se poser de plus en plus parce qu'il y en a beaucoup, peut-être plus que dans l'océan. Ce sont celles-ci que l'on retrouve justement dans les petites alvéoles des poumons? Alors, vraisemblablement, pour que ça rentre dans les poumons, il faudrait que soit qu'il y ait des blessures au niveau des cellules. C'est le cas des travailleurs, vous savez, qui fabriquent de l'amiante, par exemple, qui font l'extraction d'amiante. Il y avait des problèmes d'asbestose, c'est-à-dire d'accumulation de particules au travers des poumons, parce qu'il y avait des blessures. C'est une voie d'entrée. Après, au niveau des cellules directement, et la manière dont ça peut être incorporé, on n'a aucun recul là-dessus. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Tout ce plastique, ça c'est une question que je vous pose à tous. Ce plastique qui a été considéré comme une formidable avancée au sortir de la guerre, qui a effectivement beaucoup facilité la vie, c'est devenu le fléau aujourd'hui. C'est devenu un fléau absolu aujourd'hui. Priscilla Maris. Le plastique, c'est un peu le représentant de la surconsommation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et enfin, il n'y a qu'à compter combien de poubelles on sort par semaine. C'est assez préoccupant. Bah, justement, on le voit très bien dans le documentaire, quand on l'ouvre sa poubelle, on se dit ok, bon alors là pour le coup c'est les couches, mais et encore, il faut savoir trier, parce que ça, c'est autre chose. Ça, on y reviendra, parce que ça, c'est un grand problème aussi, trier. C'est ça, c'est devenu le fléau contemporain, le plastique. Malheureusement, c'est devenu un fléau pour 2 raisons. La première, c'est qu'au départ, vous l'avez dit, c'était une superbe invention qui était durable, et c'est son problème aujourd'hui. C'est qu'il est trop durable. Il ne disparaît jamais vraiment. Il faut plusieurs centaines d'années pour que le plastique se dégrade, et je ne parle pas de se biodégrader, c'est vraiment de se dégrader en microplastique, donc c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on est passé d'une société de consommation de plastique dans notre quotidien à du gaspillage aujourd'hui plastique, puisqu'on achète finalement des choses qu'on va jeter au bout de quelques minutes. Il avait été démontré, par exemple, les sacs plastiques, avant qu'ils soient interdits en 2016, qu'un sac plastique, on allait l'utiliser pendant 25 minutes avant de le jeter. Et le problème, il est bien là aujourd'hui, c'est qu'on produit un volume de déchets trop important parce que le plastique est partout, c'est qu'il y a un matériel qui n'est pas cher non plus, donc c'est pour ça qu'il est utilisé par tous les industriels, mais on en surconsomme et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu submergé. Alors, on en surconsomme, on ne sait pas forcément totalement le recycler, on va voir ça. Effectivement, vous le disiez, beaucoup d'entre nous, malgré tout, trient les déchets, notamment le plastique. Je vous propose de retourner dans le centre de tri et de recyclage que nous avons vu dans le film, où on explique à Raphaël et Aurélien ce qui est fait de ce plastique. Et on se retrouve après, on en parle. 30% des déchets de la poubelle de tri ne se recyclent pas, et ce sont essentiellement des plastiques. Les sacs plastiques, les emballages alimentaires du jambon ne sont pas recyclables sur ce site et le seront d'ici quelques années. Et les jouets en plastique cassés, quant à eux, ne sont pas recyclables du tout. Ça finira probablement à l'enfouissement, effectivement, puisqu'en fait, c'est un encombrant non valorisable. Voilà. Seules les bouteilles en PET, comme les bouteilles d'eau, et les bouteilles en PEHD, comme les bouteilles de lait en plastique opaque, sont triées. Donc ces 3 bouteilles, bouteilles de lait, tout ça, c'est recyclable. Et donc ça se met bien dans la poubelle jaune, il n'y a pas de souci. Ici, ça arrive mélangé. Et l'objectif du centre de tri, ça va être de pouvoir récupérer ce qui est clair, ce qui est coloré et ce qui est opaque. Une fois triés, ces plastiques partent dans les filières de recyclage et serviront à fabriquer de nouveaux objets en plastique.
Et donc là, ces deux types de colorés incolores, c'est l'illustration parfaite qu'aujourd'hui le recyclage, si on a des doutes, il ne faut plus en avoir, ça marche. Je prends un exemple, ce camion, alors soit il va partir dans le sud de Bayonne, à une dizaine de petits kilomètres là, pour être transformé par une société en paillettes. Et cette société revend ensuite ces paillettes à des producteurs d'emballage, d'accord? Et il y en a un notamment qui est dans les Landes et qui refait avec ce plastique recyclé des barquettes et de l'emballage alimentaire. Donc là, on a l'exemple type que sur un rayon de moins de 100 km, on a l'illustration de la boucle du recyclage en marche. Alors la boucle du recyclage, c'est bien joli. Je trouve que c'est un petit peu une vision idéale, non? Parce que entre les PET, les PEHD, autres sigles dont on ne comprend rien, le lambda que je suis devant sa poubelle de recyclage avec sa barquette de je ne sais trop quoi dans les mains, bah, il se demande s'il le met dans la poubelle verte, puisque chez nous c'est vert, dans la poubelle noire. Enfin, on sait quand même pas bien. C'est pas si facile que ça, hein. Ouais, et puis le recyclage, il faut le voir comme le dernier recours justement à ce déchet plastique, quoi. Alors, si on peut l'éviter, c'est encore mieux, mais nous, à la maison éco-citoyenne, on propose justement comme on l'a vu, des visites du centre de tri qui est basé à Bègles, et pour autant même des gens sensibilisés, parce que souvent c'est dans le cadre d'un défi qui est national, qui est le défi zéro déchet, que l'on porte. Et ben, même sensibilisés, quand on arrive dans ce centre de tri, on se prend quand même une petite claque en disant « Ah oui, c'est pas si simple, finalement tout n'est pas automatisé, donc il y a quand même des petites mains derrière qui trient aussi les mains qui nos trient. déchets, le plastique, voilà, c'est pas 100% recyclable, c'est fantastique, mais ça l'est... C'est ce qu'on voit effectivement, les jouets... on les enfouit, on les brûle, je ne sais trop quoi. Ouais. Les petits sacs en plastique dont vous parliez, qui sont maintenant interdits, qu'est-ce qu'on en faisait? On ne pouvait pas les recycler. On voit aussi que dans certaines parties de la France, vous avez des centres de tri, de recyclage qui vont recycler certains plastiques, mais chez nous à Bordeaux, ça ne se fait pas. Enfin, on en est où? C'est compliqué là. C'est compliqué et puis on a perdu du temps puisque pendant très longtemps on n'a pas collecté les plastiques. Quand on parle de plastique multicouche, du plastique avec de l'encre, on ne collectait que les bouteilles plastiques. Donc on a perdu beaucoup de temps sur la filière, c'est pour ça que ça évolue. Et aujourd'hui, donc les communes au fur et à mesure vont collecter tous les types de plastique pour faire évoluer la filière. Et d'ailleurs, ce qu'on recommande à tous les citoyennes et citoyens, c'est l'application Guide du tri qui permet de savoir justement ce qu'on peut mettre ou non par rapport à sa commune dans la poubelle verte ou jaune dans d'autres régions. Parce que ça évolue en permanence et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, le recyclage, ça n'est pas la solution parce que, techniquement, on ne sait pas le faire, donc on va apprendre à le faire en le collectant, donc ça veut dire qu'on pourra peut-être le recycler dans plusieurs années, mais en attendant, on continue, deuxième problème, de consommer un fort volume de déchets plastiques qu'on ne peut pas recycler et donc du coup, qu'on se trouve à enfouir. Alors, on va donner Monsieur Galgani, je vous donne la parole immédiatement. Simplement, une question. Pourquoi est-ce que dans ce cas, alors c'est peut-être complètement idiot comme question, mais pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas des objets en plastique avec ces plastiques, juste ces plastiques qui se recyclent? Comme ça, voilà, on n'a plus de problème. Ça serait la solution. Bon, c'est le monde des bisounours, hein, mon monde à moi. Ça se fait, hein. Il y a des labs qui existent qui... auparavant, je travaillais dans une recyclerie de jouets et justement, les jouets, c'est encore un autre sujet parce que c'est blindé de perturbateurs endocriniens pour les enfants, etc. Et le plastique, alors pas tous, encore une fois, était réutilisé pour les imprimantes 3D, par exemple. Mais voilà, c'est encore de l'innovation très, très... c'est ça. Il y a encore encore du chemin à faire. François Galgani, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, le problème, c'est qu'il y a des plastiques qui ne peuvent pas être recyclés, qui sont fabriqués pour ne pas être recyclables. Il y a des bicouches, par exemple, où on mélange différents plastiques et on ne peut pas les recycler. C'est démontré d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est fabriqué pour ne pas être recyclé? Pourquoi ça? Non, c'est pas ça, si vous voulez. C'est que les matériaux, le besoin de matériel est tel que ça ne peut pas être recyclable. Quand on a des mélanges de polymères, par exemple, on ne peut pas trier et on ne peut pas recycler. Et donc, alors c'est un pourcentage pour l'instant limité. Après, ce qui est important de réaliser également, c'est que le recyclage, il n'est pas total et on peut recycler que quelques fois. Donc actuellement, on rajoute des plastiques vierges pour arriver à des produits qui sont cohérents par rapport aux contraintes du marché, et on n'a pas de produits qui sont recyclables des milliers de fois. Alors il y a des laboratoires qui travaillent quand même sur ce type de produit. On peut espérer qu'on arrive d'ici quelques années. Alors techniquement c'est possible, mais pour passer les contraintes de marché industriel, si vous voulez, il faudra du temps, c'est parfois même des dizaines d'années. Mais on sait que techniquement, on arrivera probablement un jour à avoir des plastiques qui seraient des milliers de fois recyclables, si vous voulez, sans ajout et autres. Auquel cas, la fin de vie du plastique, qui est le problème actuel, serait en passe d'être résolue. C'est-à-dire que n'importe quel plastique qui serait dans la nature pourrait avoir une certaine valeur.
Alors ça effectivement, c'est très optimiste comme discours. D'ici à combien de temps? Parce que vous dites dans quelques années, c'est quoi? C'est 5 ans, 10 ans, 50 ans? Alors, il y a des pilotes en France industriels qui existent pour le recyclage du PET, c'est-à-dire les bouteilles plastiques, plus faciles à recycler. Donc, ça existe. Ce sont des enzymes qui digèrent le plastique et on fait des produits de base, si vous voulez, qu'on peut réutiliser des milliers de fois. Ça existe également pour les polyéthylènes et polypropylènes avec une fabrication qui donne le même produit final et qui, par contre, est faite un petit peu différemment, qui permet d'être recyclé. Ça n'existe qu'en laboratoire. Il n'y a pas de pilote pour l'instant. Et donc, on peut espérer que dans quelques années, si vous voulez, on arrive à avoir des plastiques qui aient les mêmes propriétés, mais qui, par contre, seront recyclables. Alors, c'est difficile parce qu'il y a tellement de matériaux différents. Oui, bien sûr. Si vous voulez, qu'on ne peut pas savoir et les échéances sont très différentes sur les matériaux. Alors, la France est extrêmement mauvaise quand même en Europe quant au recyclage du plastique. Elle est mauvaise élève. Elle est même dernière, donc ça c'est bien. Elle ne recycle que 21% de ses déchets plastiques. Elle paye donc une taxe plastique de 1,2 milliard d'euros. C'est monstrueux. C'est monstrueux et ça revient justement à cette perte de temps de ne pas l'avoir collecté depuis longtemps pour faire évoluer le process de recyclage. L'Espagne est à 50% de recyclage, plus de 50% quand même. Parce qu'ils l'ont collecté plus rapidement aussi et c'est vrai, comme le disait notre ami Nifremer, le souci c'est que aujourd'hui on n'est pas capable d'industrialiser ces méthodes de recyclage et même si on est capable de le faire dans 5 ou 10 ans, nous chez Surfrider Foundation on se bat pour ça aussi, pour expliquer le problème il est déjà là en fait. Et on a aussi le problème qu'il faut constater, c'est qu'une fois que le plastique est altéré par les rayons UV ou le sel, il n'est plus recyclable. Ah bon? Oui, ça aussi. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on a déjà du plastique qui est présent dans la nature, qu'il va falloir qu'on trouve un moyen quand même de transformer. Alors c'est là où il y a des entreprises qui commencent à lancer des missions pour transformer en objets du quotidien, comme en chaise, le plastique qu'ils récupèrent dans l'océan. Mais c'est pas possible de le faire à grande échelle aujourd'hui. Donc il faut qu'on réfléchisse plutôt en amont, de se dire comment on peut réduire notre consommation de déchets plastiques en changeant notre manière de consommer, parce que la solution n'est que dans 5 ans, voire 10 ans au mieux. 5 ans au mieux, et oui, c'est ça. Vu la quantité qu'on consomme tous les jours, on ne va pas pouvoir tout stocker en attendant d'avoir la solution. Qu'est-ce qu'il faut privilégier du coup comme autre matière d'emballage ou autre? Le verre, le carton, ça se recycle mieux, c'est plus cher, c'est moins cher. Alors après là, c'est ça aussi, ça devient compliqué. Le verre, ça a l'avantage d'être recyclable à l'infini. Donc, après, bon, derrière le recyclage du verre, il y a aussi d'autres conditions très énergivores c'est ça. à la production, forcément. Mais voilà, ça a cet avantage-là. On prend ses bocaux à l'infini aussi, donc c'est une des solutions. Le carton peut l'être aussi. Mais... Alors, à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux notamment, vous avez plein de choses que vous mettez à la disposition, enfin en tout cas vous le mettez à la disposition du grand public. Vous nous montrez quelques exemples. Alors, vous avez une espèce d'engin accroché. Ça, j'avoue. C'est une arme. C'est une arme dangereuse. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'appelle un tawashi. Tournez-le vers la caméra là-bas. Voilà. Alors, ça s'appelle un tawashi. Qu'est-ce que c'est? En face de vous. Excusez-moi. Non, c'est moi. C'est une éponge, en fait. Parce que, alors, parfois, certaines personnes le découvrent dans le reportage, mais l'éponge, c'est du plastique. C'est que du plastique. Et en plus, en termes d'hygiène, c'est une catastrophe. Et le tawashi, c'est simplement vos chaussettes, alors lavées, encore une fois. Merci. Ou des collants qu'on tresse grâce à un joli métier à tisser fait maison. Pour donner cette éponge qui fonctionne très bien en fait avec le savon de Marseille, c'est hyper opérationnel. De la même façon qu'une éponge lambda. Voilà, sauf que celle-ci on la lave, on la réutilise à l'infini. Les miennes sont là depuis maintenant quelques années, enfin au moins 1 an. Mais les éponges, on peut les laver aussi. Non, les éponges, elles vont s'user en fait avec le temps, et puis elles vont finir dans vos canalisations, etc. Bon, pas bon l'éponge. Donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Et ça, c'est une solution pour remplacer l'éponge parmi tant d'autres. D'accord. Donc, voilà. Il y a évidemment le bocal de verre pour éviter le fameux bocal de plastique, enfin le contenant en plastique. Tout à fait. Qu'on peut emmener dans les épiceries. Aujourd'hui, il y a même des grandes surfaces qui les acceptent. Faut pas hésiter à demander. Alors, moi, je veux bien. C'est très, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si on doit aller faire ses courses pour la semaine, on arrive déjà avec son cabas qu'on a gardé de semaine en semaine. C'est très, très bien. On arrive avec quoi? Un carton entier de bocaux de verre pour mettre les pâtes dans l'un, le riz dans l'autre, le quinoa dans le troisième, etc. Et oui, bon d'accord, ok. Vous avez tout prévu. Il y a aussi le sachet, comme ça, enfin ça c'est le petit sac réutilisable en coton.
tout à Parce que fait. sinon, on ne s'en sort pas. Ça Non, pèse c'est une hyper tonne. lourd. Voilà. On va faire les courses avec le filet en coton, c'est ça? Et ensuite, exemple. on met dans les bocaux en verre. Oui, parce que alors je vous conseille pas de garder tout dans les filets en coton Non, parce que bien les sûr que mythes, non. etc. Ouais. Voilà, donc dans les bocaux en verre, ça fonctionne très bien. Ou si vous avez des sacs vrac qu'on trouve partout aujourd'hui, on réutilise. Ça, c'est une des règles avant de jeter. On réutilise au On maximum. réfléchit et Voilà. on Mais réutilise. c'est tout bête, hein. Ouais. C'est des questions très très pratiques en fait. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux le réutiliser? Voilà. Qu'est-ce que vous avez sur le dessus Ah, du bocal alors bon. et qui remplace quoi, du coup? Alors on le voit pas trop, mais ça, du coup, c'est un tissu en coton, encore une fois, qui a été imbibé de cire d'abeille. Donc on a repassé ça, la Vous cire l'avez fait d'abeille. vous-même? Ouais, On peut le faire soi-même? On peut le faire soi-même. Nous, on propose des ateliers à la maison éco-citoyenne aussi, si vous voulez tester avant de D'acheter vous tous les lancer. produits? Ouais, voilà. Ça se fait hyper rapidement. Et ça remplace l'alu, le cellophane, qui est aussi un fléau. Oui, bien sûr. Le cellophane. Et dedans, on met ses fromages, ses goûters. On peut couvrir un tupperware, un saladier. On peut emballer, par exemple, je ne sais pas moi, un morceau de viande, un poisson qu'on va acheter chez le poissonnier. On peut arriver avec son grand carré de coton. Alors, il faut que le en poissonnier cire d'abeille? l'accepte, mais c'est faisable. Alors là, je vous prends une petite Oui, bien taille, sûr, mais bien sûr. on fait vraiment ce qu'on veut avec. Après, on met au frigo et ça fonctionne très très bien. Alors on passe à Noël avec les cadeaux. Passe à Noël. On passe à Noël avec les cadeaux ou à défaut de Encore une chose. Alors, pour changer du papier Oui, cadeau. là, pour le coup, j'ai pas ramené le spécial Noël, mais on trouve des tissus hyper dans la thématique. Et ça s'appelle un furoshiki, encore un pliage japonais, hyper simple. Pareil, on a des ateliers à la maison éco-citoyenne pour découvrir les méthodes de base. Là, c'est un livre qui a été emballé et honnêtement, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, la poubelle qui déborde. Au moment de Noël, oui, ça, papier c'est cadeau, un grand classique. Hein. Voilà, et constat, c'est que les enfants sont pas plus frustrés de ne pas avoir leur emballage cadeau. Au contraire, après, ils le plient, ils disent bon, je le revois l'année prochaine, etc. Donc, je vous encourage à arrêter le papier plastique, qui en plus coûte hyper cher, hein, l'emballage cadeau, pour un tissu que vous allez réutiliser. Ad vitam, quasiment. Voilà, tout à fait. Pour en revenir au plastique, François Galgani, tous ces plastiques qui ont envahi notre société, qu'on utilise, que ce soit les PET, les autres acronymes que j'ai totalement oubliés, est-ce qu'ils sont absolument sans danger, ceux-là, pour notre santé? Moi, je me rappelle, lorsque j'ai élevé mes bébés au biberon, en plastique, tout d'un coup, on m'a dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des phtalates dans ces biberons. » Donc, ils ont été nourris aux phtalates, très clairement. Il y a encore des dangers de ce style? Alors, il y a des discussions, évidemment, et des intérêts divergents sur certains additifs. Ils sont parfois indispensables. Parfois, il faut relativiser. Le bisphénol, par exemple, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, ça représente quelques pourcents des plastiques. Donc, il y a des produits qui permettent de remplacer certains des additifs qui sont moins toxiques. Après, il faut faire très attention parce que quand on regarde le milieu marin, par exemple, on trouve des phtalates, mais tous ne viennent pas des plastiques. Donc, il ne faut pas incriminer systématiquement les plastiques. Ah d'accord, je pensais que c'était lié au plastique, absolument. Alors, c'est lié à certains plastiques, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des plastiques qui utilisent des phtalates. Il y a beaucoup d'autres additifs, bien évidemment. Et il y a des pigments également, des colorants, des choses comme ça qui peuvent être dangereux. Et donc, toute cette partie-là, si vous voulez, c'est important parce que ce sont des composants du plastique et effectivement, lors de la dégradation, il peut y avoir du relargage et autres. Donc, on les retrouve. On en trouve dans l'eau de mer. On n'est pas à des seuils de toxicité qui sont très importants pour l'instant. Mais par contre, dans certains cas, et donc ça s'est posé pour les plastiques dits alimentaires, de savoir si justement ils pouvaient en contenir. Voilà. Donc, il y a des gens quand même qui travaillent là-dessus, sur la toxicité et autres. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul et puis on ne sait pas. On peut découvrir, si vous voulez, des effets, notamment par exemple de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. D'ici quelques années, qui sont pour l'instant pas très connus. Ignorés, en tout cas, oui, peut-être. Voilà, absolument. Donc, il y a vraiment des risques qui ne sont pas maîtrisés, si vous voulez, et donc il faut absolument continuer à travailler là-dessus. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut malgré tout une réelle volonté pour se passer de plastique. Et lorsqu'on fait ses courses en supermarché, alors là c'est l'horreur totale, difficile de faire autrement. Hein, on est cerné complètement, les contenants, bien sûr, les films d'emballage. Même quand on veut acheter, et on l'a vu enfin, dans le film, de la crème, dans un bocal de verre, le bouchon est en plastique. Donc là, on ne sait plus comment faire. Et c'est ce qui arrive justement à Raphaël et Aurélien lorsqu'ils font leurs courses au supermarché. On regarde et on en reparle après. Aujourd'hui, Aurélien et Raphaël vont faire les courses de la semaine et aussi trouver les ingrédients pour préparer le pique-nique du week-end. Direction le rayon pain qu'ils ont l'habitude d'acheter au supermarché et les ennuis commencent. Il est emballé le pain. Bah ouais, mais c'est du papier. C'est du papier? Oui. Un gros pain de campagne, un truc comme ça là. Ça c'est bien. Ouais. Ça Ok. c'est bien.
Un ou deux? Papier, mais il y a du plastique, Aurélien. Alors, sans plastique, même la baguette. On a nos sacs de vrac, mais ils n'auront pas le code barre. Ah oui. Ok. On ira à la boulangerie peut-être. Ouais, on ira à la boulangerie. Ouais. Zéro plastique, zéro plastique. Le supermarché, c'est le temple du plastique. Il faut dire qu'il est pratique, transparent et hygiénique. Ouais, bah ouais. Non mais là, c'est ouf, hein. Regarde tout ça. Quand on est dedans, du plastique, on en voit partout. Hein. Là, il y en a partout finalement. Et si on ouvre bien les yeux, on en voit partout. Pour leur pique-nique, Raphaël et Aurélien voudraient bien faire une quiche. Et pour l'appareil, ils cherchent de la crème. Ah si, là, regarde. Crème fraîche de Normandie. Capuchon en plastique. Ah oui. Mais là, on est obligé de prendre ça parce que ça, c'est du verre et ça, Là, c'est c'est du pour la plastoc. tarte, on n'est pas obligé de mettre de la crème fraîche, on mettra du lait. Mais non, c'est quand même meilleur avec la crème fraîche. On a dit que c'était des courses sans plastique. Donc on va pas acheter ça. Toi, t'es radical. Hein. Mais sinon, on prend le petit. Mais non. Des lardons, maintenant. Voilà. Pas de lardon. Non, pas de lardons dans la quiche. Non. Bah, on va couper des petits bouts de jambon blanc. J'adore cette scène, sincèrement, parce que c'est vrai que c'est typique. On va au supermarché, c'est très facile, on prend les lardons, ils sont sous blister, on prend le pot de crème, bon certes il est en verre, mais il y a un bouchon en capuchon, enfin bon. Mais on est tous confrontés à ça. François Galgani, vous êtes une éminence au niveau du plastique dans la recherche contre les méfaits du plastique. Vous avez écrit différents rapports à l'endroit des dirigeants, des États. Qu'est-ce que vous leur dites à nos dirigeants pour essayer de sauver notre planète, ou du moins essayer de réduire l'impact du plastique sur notre environnement? Je pense qu'il faudrait se restreindre au plastique qui est indispensable. Il y a des ailes d'avion qui sont faites avec des composites qui émettent moins de carbone, c'est bien. Il y a en chirurgie, dans le domaine médical, que ce soit les masques, par exemple, pendant la pandémie, je pense que c'est indispensable. Les emballages alimentaires, pendant la pandémie, ils avaient un rôle positif. Mais par contre, il faut éviter la surconsommation. Il y a des cas, si vous voulez, qui sont vraiment excessifs. Et je pense que le public, d'une manière générale, n'est pas bien informé, ne réalise pas forcément. Et c'est vraiment le rôle des politiques d'essayer de limiter, d'encadrer ça et de ne pas simplement s'engager dans des intérêts qui seraient purement financiers, simplement. Il existe aussi un plan pour les océans à l'horizon 2030. C'est quoi ce plan ? Alors en fait, c'est la Commission européenne. Pour l'instant, c'est européen, mais c'est suivi par beaucoup d'initiatives, également ce qu'on appelle l'Ocean Decade, la décade de l'océan des Nations Unies. C'est un plan qui vise à régénérer les eaux et à limiter la pollution plastique. Donc, il y a tout un ensemble de mesures. Il devrait y avoir une généralisation, par exemple, du traitement tertiaire des eaux, c'est-à-dire le traitement dans les stations d'épuration qui élimine à la fois les contaminants chimiques et les microplastiques. Il y aura des interdictions et un renforcement des interdictions, bien évidemment. Ça a déjà bien commencé. Il y aura des usines de recyclage. Il y aura de la recherche également pour favoriser des matériaux qui sont plus adaptés. Vous savez, on a donné 6 prix Nobel à des inventeurs de plastique. Peut-être que le prochain prix Nobel sera un inventeur de plastique qui sera adapté aux contraintes environnementales actuelles. Vous voyez, c'est un petit, voilà. Donc, il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises. Et donc, on peut espérer qu'on limite de 50% à peu près la pollution plastique des océans, en tout cas dans les européennes, d'ici à 2030, ce qui est déjà pas mal. Et ça, vous y croyez vraiment, ou est-ce que, comme beaucoup de rapports, c'est un vœu pieux ? Alors, en fait, par rapport à d'autres problèmes environnementaux globaux, si j'ose dire, curieusement, les mesures ont été assez rapides. Moi, j'étais un des tout premiers il y a quelques années à travailler sur le sujet. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises et les grandes initiatives globales, donc le G7, G20, ont pris des mesures. Les interdictions, elles existent sur les plastiques à usage unique, par exemple. Et puis surtout, le public, comment dire, pousse énormément. Donc, la demande sociale, elle est là. La réaction des politiques, elle est vraie. Évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a une inertie, si vous voulez, il faudra beaucoup de temps. Et par rapport au climat, qui reste très conceptuel, oui. C'est un sujet qui est quotidien. Les gens le réalisent, c'est la vie de tous les jours, si vous voulez. Et il y a des mesures c'est beaucoup plus palpable, en fait. Absolument, absolument. Et donc, c'est quelque chose qui est, comment dire, sur les rails, si j'ose dire. Je suis plus optimiste que pour le climat. Anthony Boudet, pour Surfrider, Surfrider est une association qui fait un travail de lobbying auprès des vertueux, cette fois-ci, auprès des États.
Oui, tout à fait. On a la partie sensibilisation pour essayer d'accompagner justement les consommateurs à réduire leur consommation de déchets. Mais lorsqu'on fait notre action phare, que sont les initiatives Océane, à ramasser les déchets sur les plages, on va aussi les compter un par un pour pouvoir ramener ces quantités qui sont ramassées sur nos plages et faire du lobbying auprès du Parlement européen, mais aussi en France ou pourquoi pas aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est très important pour faire changer les lois. Et on le voit bien dans le reportage, nous consommateurs, nous sommes un peu perdus aussi et on a besoin que les industriels jouent le jeu. Bien sûr. Et ça, c'est important parce que ça ne peut pas simplement être l'État et les consommateurs qui agissent. Il faut aussi que les industriels soient plus transparents dans les packagings qu'ils utilisent, qu'ils essaient de réduire aussi le volume de plastique utilisé. C'est un travail que tout le monde peut faire ensemble et on le voit bien. La pression de l'État s'accentue sur les industriels pour faire passer des lois, mais aussi la pression des consommateurs qui, comme dans le reportage, prennent conscience qu'ils veût réduire leur volume de déchets et donc peuvent se détourner de certains produits si ceux-ci sont Qui trop prennent suremballés. conscience. Et il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'à un moment, Raphaël, là on parle des couches jetables. Elle n'a pas utilisé de couches... oui, si, elle a utilisé justement des couches jetables. Et tout d'un coup, elle dit oh, j'ai honte de ne pas avoir utilisé de couches réutilisables. Elle emploie le mot honte. Est-ce qu'on ne culpabilise pas trop, malgré tout, le consommateur? Parce que le consommateur, il fait aussi avec ce qu'on lui donne. Oui, tout à fait. Priscilla, allez. Non mais je fais le même constat. Et ça marche pas en fait. Il faut qu'on arrête de culpabiliser le citoyen. Et sans faire de mauvais jeu de mots, le citoyen, c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan du plastique en fait. Mais tous les gestes comptent. Il n'y a pas de grands gestes pour le plastique. Plein de petits fonctionnent très bien. Mais en effet, c'est très fort comme sentiment, la honte. Mais peut-être qu'à ce moment-là, les couches lavables, elles ne connaissaient pas. C'est vrai que ça fait 2 ans, c'est 2-3 ans que c'est une tendance, le zéro déchet. Et ça se démocratise beaucoup plus, c'est beaucoup plus accessible. Ça coûte aussi, c'est un coût, les couches lavables. Aujourd'hui, on en trouve d'occasion. L'occasion, c'est aussi la solution à tout ça pour se lancer. Donc, oui, il faut se mettre moins de pression et commencer doucement pour tendre vers un zéro déchet. Un zéro presque. Déchet. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. C'est que quand on nous martèle qu'il nous faut du zéro déchet, ça semble tellement énorme que finalement, on se dit, j'y arriverai pas, je fais pas. C'est un marathon. Hein, ce que fait cette famille-là, d'essayer de changer tout du jour au lendemain, c'est très énorme, courageux. Hein. Ouais, c'est très Et courageux. on le voit, c'est très difficile parce que en face, ça veut dire changer toutes ses habitudes, rien que d'achat, d'aller à la boulangerie plutôt qu'au supermarché. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Nous, chez Surfrider Foundation, on va plutôt essayer d'encourager, de le faire progressivement. On a une application qui s'appelle Ocean Zero et qui va donner des conseils justement toutes les semaines pour aider les personnes à mettre en place plutôt une action toutes les semaines au fur et à mesure. Donc il y a pas à pas. Exactement, d'y aller pas à pas. Après, on peut y aller plus ou moins rapidement, mais l'idée, c'est vraiment de s'y mettre progressivement parce que ça peut décourager. Et puis surtout que la perfection zéro déchet, c'est très difficile encore aujourd'hui à avoir tant que on n'aura pas les industriels qui joueront davantage de rôle. Alors, il y a aussi une chose que l'on peut faire pour éviter tout ce plastique, c'est réparer plutôt que de jeter dès que c'est abîmé. On voit un moment tout à la fin du film, on vient de le voir, Aurélien qui va avec son grille-pain qui ne fonctionne plus dans un repair café, comme on les appelle, c'est-à-dire un atelier de réparation en bon français. C'est ça aussi, c'est ce vers quoi il faut tendre. Nous, on propose aussi ce genre d'atelier avec des associations locales, mais alors ça se trouve absolument partout. Il y a plein de sites qui les référencent. Et c'est hyper bien. Oui, on ne sait pas parce qu'on bricole pas. Et le public est en demande de ça, non ? Oui, énormément. De plus en plus. Ouais. Parce qu'il y a aussi un sujet économique derrière. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée, on en parlait plus ou moins. Tout s'use très très vite. Et ils demandent à apprendre aussi à réparer, à être plus autonome là-dessus. Donc c'est hyper bien que ça existe. Après, de la même façon, il faut que les industriels jouent le jeu. Parce que quand vous avez, je ne sais trop quel appareil qui est thermocollé, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas thermocellé, si on essaie de l'ouvrir, on le casse. Ou alors des vis que même les fabricants de vis ne connaissent pas, tellement ce sont des vis particulières. Le citoyen ne peut rien y faire là. Ah oui, tout à fait. Et ça a été tout l'inconvénient sur les dernières années où la plupart des produits n'étaient pas réparables parce qu'on ne pouvait pas accéder justement. Là, la loi évolue justement pour faire qu'on puisse davantage réparer les produits. Et c'est vrai qu'il y a une vraie demande des consommateurs d'un point de vue économique. On parlait tout à l'heure des contenants. C'est la même chose. Il faut se rendre compte que peut-être c'est un petit peu changer ses habitudes et ça peut paraître prendre du temps d'avoir tous ces contenants. Mais au final, on fait des économies aussi parce qu'on achète moins en grande quantité. Donc on s'y retrouve. Et réparer ces produits, on voit le marché de l'occasion aussi qui s'est fortement développé ces dernières années. Il répond à ça de se dire aujourd'hui on ne peut pas acheter un grille-pain tous les 4 matins, il faut bien changer ses habitudes et surtout qu'on peut réparer.
Maintenant, c'est vrai que grâce à Internet, grâce au Repair Café, on arrive à réparer plus facilement, mais il faut aussi que les industriels jouent le jeu en laissant accessibles ces choses-là, ce qu'ils ne faisaient pas avant. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous repasser la parole à tous, à vous, François Galgani. Une petite note d'espoir, un petit mot d'espoir, vous qui êtes entouré de ce microplastique en pleine mer. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme petite lueur d'espoir à l'horizon? Des nouveaux matériaux. Typiquement, des nouveaux matériaux qui permettront de recycler plus facilement, une dégradation plus rapide dans l'environnement, et puis également des opérations d'information comme celle qui a été présentée aujourd'hui, la ville de Bordeaux, zéro déchet, pardon. Et je pense que c'est l'information du public, c'est essentiel, quoi, parce que vraiment, ça permet d'éviter tous les excès. Et ces nouveaux matériaux dont vous parlez très rapidement, ça y est, on les touche du doigt? Oui, ça vient? oui, absolument. Les grosses équipes scientifiques commencent à publier des résultats intéressants qui montrent que techniquement, on peut arriver à avoir des produits 1000 fois recyclables ou des milliers de fois recyclables à moindre frais, si vous voulez. Et donc, ce qui donnerait de la valeur finalement à quelque chose qui est abandonné, c'est la fin de vie du plastique qui changerait. Et à partir du moment où il y aurait une valeur, forcément, on en aurait beaucoup moins. Priscilla Maris, une petite lueur d'espoir dans notre quotidien? Vous, à la Maison éco-citoyenne? En fait, on voit c'est très demandé, les alternatives, et qu'elles existent. Donc il n'y a plus qu'à se lancer. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et y aller. Il ne faut pas avoir peur d'être accompagné là-dessus. Nous, on est là pour ça, mais les alternatives existent, donc n'hésitez pas à vous lancer. Anthony Boudet. Oui, c'est la même chose. Et c'est vrai que chez nous, chez Surfrider, on essaie vraiment de sensibiliser sans moraliser. C'est important. Aujourd'hui, on peut tous, chaque geste compte, donc on peut agir au quotidien. Et puis, il faut penser qu'on peut le faire à domicile, mais on peut le faire aussi en entreprise, en faisant évoluer les choses de l'intérieur. Donc, il est temps de s'y mettre. Eh ben, on va tous s'y mettre. On retrousse nos manches. Merci beaucoup à tous les trois. Merci François Galgani de là-bas, de votre belle île de Corse. Merci à tous les deux en plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée.